quand on vous dit la meilleure spécialiste française de la Russie, vous pensez à Hélène Carrère d'Encausse, bien sûr. Elle est l'auteure d'un très grand nombre de livres sur le sujet de la Russie. Elle a par ailleurs été professeure d'histoire à Paris 1 et à Sciences Po, une formation dont elle est d'ailleurs elle-même issue. Et elle a également eu une carrière politique puisqu'elle a été députée européenne et également vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères. Depuis 1990, elle siège à l'Académie française, dont elle est devenue secrétaire perpétuelle. Bonjour. Bonjour. Hélène Carrère d'Encausse. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. On est très heureux de vous recevoir, très honorés. J'ai listé certaines des missions qui ont été les vôtres. Évidemment, je ne pourrais pas lister tout ce que vous avez fait parce que j'étais, pour être honnête, moi-même sidérée en préparant cette émission de tous les mandats, toutes les fonctions. Donc on ne va pas tous les lister pour éviter le côté catalogue, mais dans toutes ces missions, toutes ces activités assez diverses, il faut le dire, quel a été peut-être le fait le plus marquant pour vous ? Alors, d'abord, je voudrais juste apporter une précision. Vous avez dit que j'étais vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen. Du Parlement européen, pas du absolument. Parlement français, oui. puisque jamais été parlementaire, je n'avais pas souhaité. Je dirais, j'ai connu des moments extraordinaires. Peut-être le premier aurait été quand j'ai publié L'Empire éclaté, tout simplement parce que c'était 1978, en pleine guerre froide encore, et personne n'imaginait, l'idée c'était que l'Union soviétique durerait toujours, que c'était une puissance extraordinaire et que le monde était coupé en deux à tout jamais. Et tout d'un coup, ça a ouvert un débat et ça m'a paru une chance extraordinaire, qu'enfin on se rende compte que les choses n'étaient pas jouées, que l'histoire n'était pas définitivement écrite, et j'avais apporté ma petite pierre. C'est un livre qui a beaucoup contribué à vous faire connaître, parce qu'il y avait quelque chose de très visionnaire. Oui, ça a été un livre qui a eu un succès extraordinaire, tout simplement parce qu'on n'imaginait pas cette Union soviétique qui pouvait tomber en petits morceaux. C'était le sens de la couverture que le dessinateur avait imaginé. Et de surcroît, je dirais que je me suis trouvé prise entre deux feux. D'un côté, les gens qui ont pensé que j'étais à moitié folle parce qu'on ne pouvait pas imaginer que l'Union soviétique s'effondrerait, et ceux qui considéraient que je devais rendre service, ça a été la thèse soviétique, que je travaillais pour la CIA, pour leur faire plaisir. Je développais les thèses de la CIA, la faiblesse de l'Union soviétique. Mais c'était un moment tout de même très intéressant. Ensuite, évidemment, ça a été la fin de l'Union soviétique que j'ai pratiquement vécu au jour le jour, à partir de 1988, quand j'ai vu ça s'annoncer, j'ai multiplié les voyages en Union soviétique, j'ai vraiment regardé ça de près, et ça m'a passionné. Et puis, enfin, c'était un monde qui disparaissait. Qui s'effondrait, qui disparaissait. Voilà, et que j'ai vu disparaître en Allemagne, que j'ai vu disparaître en Pologne. Moi, j'ai vécu véritablement, j'appartiens à la génération qui a vu le monde coupé en deux, qui a vu l'Europe coupée en deux, et des peuples qui ont été désespérés, croyant que leur destin était joué à jamais. Et puis tout d'un coup, ce monde s'ouvrait. Et ensuite, ça a été, alors quand j'étais au Parlement européen, j'y suis allé. Je n'avais aucune vocation politique. Vous avez dit que j'ai fait de la politique. C'est pas de la politique d'ailleurs. Je veux dire, je me passionne pour la politique. Mais on est venu vous chercher. Alors, c'est d'abord Raymond Barre qui est venu vous chercher, avant que ce soit Jacques Chirac, on va en parler tout de suite. Mais pourquoi est-ce que quand Raymond Barre vous a proposé d'y aller, vous avez refusé, vous y avez été après? Raymond Barre avait souhaité, pas du tout, il n'avait pas souhaité du tout que j'aille dans le Parlement européen, ça ne l'intéressait pas. Il s'intéressait à l'Europe, mais quand il était Premier ministre, il avait pensé que je pourrais venir probablement avoir un poste ministériel à l'éducation. J'avais aucune envie, et je dirais ministre, ça n'a jamais été je respecte beaucoup les ministres, mais j'ai jamais pensé que j'avais envie d'être ministre, ça c'était tout à fait évident. En revanche, en 1994, Jacques Chirac, qui était alors maire de Paris, il n'était pas encore président, mais évidemment, il se battait pour la présidence, m'a fait venir et m'a dit, écoutez, maintenant ça suffit, vous parlez de la nécessité, maintenant que le système communiste est tombé, pour l'Europe, de prendre acte et de s'ouvrir aux pays de l'Est européen, vous dites qu'on a une dette à leur égard, maintenant venez un peu travailler là-dedans, apportez un peu votre savoir au Parlement européen. Il m'a dit, vous allez vous présenter aux élections européennes. Je dois dire que j'ai été très réticente, je n'avais pas très envie, mais il m'a convaincu qu'après tout, parfois il faut passer par-dessus ses propres idées. Ça compliquait ma vie parce que j'avais une activité de professeur, j'avais été élu à l'Académie entre-temps, ça me passionnait, ça détruisait complètement mon existence. Quels sont les arguments qu'il a mis en avant et qui ont réussi à vous convaincre? Il m'a tout simplement dit, on ne peut pas toujours rester à côté
de ce qui se passe. Quand on a véritablement des convictions, il faut les mettre en pratique. Et je dois reconnaître que Jacques Chirac avait une force de persuasion assez grande, et ses arguments étaient justes. Puis, je connaissais beaucoup de ces gens qui prenaient les rênes dans l'Est européen. Je connaissais Geremek en Pologne, je connaissais Chedivi, ministre des Affaires étrangères tchèque, etc. Tous ces gens m'ont beaucoup dit, écoutez, faites quelque chose aussi. Donc, j'ai compris que je pouvais peut-être les aider. Alors, je suis allé au Parlement européen où je me suis consacré vraiment à ces problèmes-là. Je me suis présenté aux élections. Je dois dire d'ailleurs que ça a été pour moi une révélation parce que les élections, ça suppose des meetings. Je n'avais jamais vu de ma vie des militants et des gens comme ça. Or, quand je me suis présenté, les gens qui allaient voter pour les candidats présentés par Jacques Chirac, ils n'étaient pas européens. Ils avaient peur du plombier polonais. Donc je devais leur expliquer qu'il n'y avait pas de plombier polonais, que les Polonais étaient plombiers chez eux, que c'est pas eux qui nous menaçaient. Ma situation n'a pas été très facile. Je dois dire, j'ai vu un aspect de la politique que j'ai trouvé assez éprouvant. J'allais justement vous demander quels sont les enseignements que vous avez tirés de cette expérience. D'abord, j'en ai tiré un enseignement, c'est à la fois que l'Europe... j'ai vu fonctionner l'Europe, vraiment, du Parlement européen, j'ai vu comment fonctionnait la Commission. J'ai déjà pensé à ce moment-là, je dirais que peut-être il fallait modifier un petit peu les choses, il fallait donner une image de l'Europe plus positive, plus capable d'enthousiasmer les gens. C'est ça. Ça m'a beaucoup frappé et je dirais que ça... Je ne suis pas étonné devant un certain scepticisme à l'égard de l'Europe qui se développe ça et là, tout simplement parce que l'envie d'Europe je dirais, les institutions européennes n'ont pas été très capables. Et pourtant, c'était un moment extraordinaire. Ça a été le moment où nous avons adopté l'euro. J'ai appartenu à la mandature qui a adopté l'euro. On avait l'impression de quelque chose d'étonnant. J'ai fait ce que j'ai pu. Si vous voulez, mon rôle était véritablement d'expliquer. Ne grossissons pas les choses. Hein. Je n'étais pas commissaire, je n'étais pas commissaire européen. Moi, je n'avais que le pouvoir d'un parlementaire, c'est-à-dire un pouvoir je pouvais voter parmi 600, ça vaut pas cher. Je pouvais simplement essayer d'expliquer, c'est-à-dire ce qui a toujours été mon métier. Je l'ai fait, je savais de quoi je parlais, je savais ce qu'il était nécessaire de faire pour les pays de l'Est européen. J'ai peut-être, moi aussi, manqué de prudence, c'est-à-dire que je n'ai pas prêché assez, une ouverture, un élargissement mieux calculé. Après tout, la décision ne m'appartenait pas. Alors après cette expérience au Parlement européen, vous êtes entre guillemets revenu à vos premières amours que sont la littérature, l'écriture. Alors évidemment, on ne va pas lister l'intégralité des livres que vous avez écrits parce qu'il nous faudrait plus d'une émission. On va parler des deux derniers. D'abord des Romanov. Les Romanov, une dynastie sous le règne du sang. Mais on va surtout parler de cet autre livre, Le général de Gaulle et la Russie, que vous avez publié très récemment aux éditions Fayard. Alors vous expliquez très bien dans cet ouvrage qu'il y a finalement eu 3 grandes périodes importantes, la guerre froide et puis cette tentative d'ouverture des blocs Est-Ouest. Alors évidemment, c'est difficile de résumer en quelques mots un ouvrage auquel on a consacré autant de temps, mais en quelques mots, est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectatrices et téléspectateurs quel a été le rôle fondamental du général de Gaulle dans le rapprochement franco-russe? Alors, je vais vous dire, pour moi, ça a été une découverte, comme ça doit l'être pour tout lecteur. Je n'avais jamais imaginé, je dois dire, je connaissais la politique française comme tout le monde, un peu plus comme historienne, mais je n'avais jamais imaginé que le général de Gaulle était vraiment un visionnaire sur la longueur de sa vie politique, et un visionnaire vis-à-vis de la Russie aussi. On le crédite d'avoir compris qu'on pouvait faire quelque chose en 1940 et dire nous avons perdu une bataille et pas la guerre, mais on ne le crédite pas spécialement d'avoir inventé une politique à l'Est. Or la vérité, c'est que le général de Gaulle a été un visionnaire de bout en bout et il a joué un rôle considérable. Et ça a commencé, et ça j'y tiens beaucoup parce que ça m'a frappé. Le général de Gaulle, on retient de lui que le 18 juin 40, d'ailleurs très peu de gens l'ont entendu, mais il a dit à la radio de Londres, nous avons perdu une bataille, nous n'avons pas perdu la guerre. Bon, c'est une phrase très bien, mais enfin, ça ne coûtait pas grand-chose de le dire. En revanche, la veille, au moment où il va prendre l'avion pour Londres, il a une phrase absolument incroyable, il dit « Les Allemands ont déjà perdu la guerre ». Or,
17 juin 1940, les troupes allemandes défilent dans Paris, et Hitler s'apprête à venir danser sous l'Arc de Triomphe. Il occupe une grande partie de l'Europe, l'Angleterre est toute seule à incarner la résistance, toute seule, et elle est désespérée. Comment peut-on dire une chose pareille? Et pourtant, il y a une logique dans ce qu'il dit. Le général de Gaulle est tout seul, c'est là son côté visionnaire. Bon, c'est un homme qui se passionnait pour l'histoire, il considère déjà que le pacte germano-soviétique, sur quoi repose toute l'aventure hitlérienne, la sécurité d'Hitler, que le pacte germano-soviétique va exploser à un moment donné très rapidement. Il ne croit pas du tout, je dirais, aux autres, ni aux Américains, les Américains d'ailleurs. Il se souvient, l'homme qui connaît l'histoire, c'est que les Américains sont entrés tard dans la guerre, dans la Première Guerre mondiale, et il ne doute pas qu'ils y entreront assez tard dans la Seconde, qu'ils y entreront quand ça leur convient. Mais il est convaincu que le pacte germano-soviétique ne peut pas durer, et que par conséquent, il y a un jeu à jouer là-dedans, et qu'il faut tout de suite s'appuyer sur Staline, qui en 1940 est l'ennemi de la France. Absolument, et de l'Angleterre. Oui. Or, cet homme qui prétend incarner la France, il se dit, je vais aller chercher du secours chez Staline. C'est cette petite phrase, pardon, vous entendez, c'est cette petite phrase qui vous a interpellé, qui a été la genèse, qui a généré l'envie de réaliser ce travail de recherche et d'écrire ce livre? Alors, le fond de sa pensée. D'abord, le fond de tout ça, c'est que le général de Gaulle a été élevé par un père qui était un professeur d'histoire, de géographie. Cet homme avait le sens de l'histoire. Enfin, il avait une compréhension historique. On a le sens de l'histoire ou on l'a pas. Il avait aussi le sens de la géographie. Il a toujours passé son temps à regarder les cartes. Et il avait grandi avec l'idée. Il a tout de même, n'oubliez pas que c'est un combattant de la Première Guerre mondiale, qu'il a été prisonnier, qu'il a fait la guerre polonaise, donc il a des souvenirs de 1918, 1917, 1918. Il connaît la carte, il sait que le problème de la France depuis la fin du 19e siècle, c'est l'empire bismarckien qui est devenu l'empire d'Hitler après, c'est-à-dire que c'est un ennemi terrifiant aux côtés de la France, et que de l'autre côté, il y a cette Russie qui, après tout, est un pays puissant, qui est une menace pour l'Allemagne, et qui peut être un allié de revers pour la France. Voilà, et il se dit, il faut jouer là-dessus. Alors, il va en Russie, il rencontre Staline. On peut préciser qu'il a également rencontré Brejnev et Khrouchtchev, mais il rencontre Staline. Comment est-ce qu'il parvient à s'imposer, à exister face à Staline, pour lequel il ne devait pas représenter grand-chose quand même? Votre question est très pertinente, parce que non seulement il ne représentait pas grand-chose, mais Staline n'a jamais eu de mots assez durs pour la France. Il disait la France a perdu la guerre, il faut lui enlever ses colonies, c'est un pays qui n'existe plus. D'ailleurs, les Américains pensaient la même chose, puisqu'ils pensaient établir un gouvernement militaire en France. Or, quand De Gaulle va à Moscou, décembre 1945, la France est libérée, il est président du gouvernement provisoire seulement, d'ailleurs on le lui fera remarquer en Russie. Comme on dit, provisoire, ça peut ne pas durer. Mais de surcroît, la situation, et ça De Gaulle le comprend, la situation européenne n'est pas compliquée. Staline occupe la moitié de l'Europe. Il s'interroge pour savoir jusqu'où il faut aller, jusqu'à Paris. On peut faire, puisqu'il a fait la révolution, puisqu'il l'a fait grâce à ses chars en Pologne et partout, pourquoi ne pas la faire en France, en Italie, etc. D'autant que la France, comme l'Italie, est un pays où la résistance est d'abord très largement, la résistance militaire est largement communiste. Il a déjà des points d'appui. On peut tout de suite bouleverser la France. D'ailleurs, tout le monde craignait au printemps 1944 que les communistes prennent le pouvoir avec le soutien de Staline. Donc De Gaulle va à Moscou pour des tas de raisons. Première raison, obtenir de Staline, surtout qu'ils ne disent pas aux communistes, allez-y, prenez le pouvoir, parce qu'il le pouvait. Donc il a besoin de ça. Il y va aussi parce qu'il est conscient que Roosevelt le déteste et méprise la France, comme Staline méprise la France, que Churchill, qui aime bien la France et qui aime bien De Gaulle, mais qui doit d'abord s'entendre avec Roosevelt, n'ira pas le défendre, au fond que la France n'a pas de défenseur, sauf ce général extravagant. Je veux dire, il faut se souvenir comment était le général de Gaulle. Il avait déjà un physique incroyable, il avait une manière de parler incroyable. Il ne représentait rien pour Staline, et avec ce physique incroyable, il est arrivé comme un chevalier du Moyen-Âge, dominant Staline de toute sa taille, de toute son arrogance, qui, je dirais, cet homme très bien élevé, s'est payé le luxe de traiter Staline comme si c'était lui le grand homme, et pas Staline. Et il a épaté Staline, ça, il n'y a pas de doute, il l'a exaspéré, mais épaté. Et le résultat pratique, bon, d'abord, c'est que Staline a calmé les communistes, ça, il leur a dit que maintenant ça suffisait, et surtout que De Gaulle a obtenu de lui quelque chose dont nous bénéficions
aujourd'hui, 70 ans après la fin de la guerre, la France qui ne devait pas, qui devait être traitée comme un pays vaincu, pas comme un pays vainqueur. Et ça, les Américains étaient d'accord là-dessus. Il a obtenu que nous soyons membres permanents du Conseil de sécurité, c'est-à-dire que nous soyons dans le camp des vainqueurs. C'est lui qui nous a installés là, et il lui fallait Staline pour ça. Bon, écoutez, commençant à traiter avec un homme pour qui il n'était rien, qui méprisait la France, qui considérait qu'il pouvait tout bouleverser en France en une seconde. C'est remarquable, et avec une écriture très, très enlevée, qui est la vôtre, beaucoup de style, vous expliquez justement ce côté très visionnaire et très stratège du général de Gaulle. C'était un visionnaire, il avait une vision, et sa vision reposait sur une idée, c'est que faire pour la France, comment faire pour que la France vive. Alors cette question, on peut encore se la poser. Que faire pour la France dans cet axe franco-russe? Vous avez publié en juin dernier, me semble-t-il, dans le Figaro, une tribune dans laquelle vous écriviez « Ne laissons pas la Russie choisir l'Asie ». Concrètement, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. La Russie est en train de choisir l'Asie? Aussi longtemps que la Russie sera, je dirais, relativement isolée, ou aussi longtemps que le monde occidental considérera que la Russie n'est pas un pays comme les autres. Et ça, je crois qu'il faut tout de même être clair. Il y a un malentendu. Le système communiste n'est pas mort de nos efforts, de nos pays occidentaux. Même si Reagan pensait qu'il avait mis la Russie à genoux, il le disait. Et en effet, si vous voulez, la course aux étoiles, menée par les Américains, a épuisé économiquement la Russie. Mais la Russie, au fond, le système soviétique est mort de sa belle mort parce que ce pays n'en pouvait plus. C'est la société, en définitive, qui s'est libérée. Et une fois qu'elle s'est libérée, elle s'est trouvée devant un monde occidental qui, autant, si vous voulez, nous avons été attentifs aux Polonais, aux Tchèques, etc., autant la Russie, nous les avons traités un peu de haut. Et nous avons considéré qu'ils devaient tout de suite adhérer à tout ce que nous pensions, suivre l'exemple qu'on leur offrait. La Russie est un très grand pays. C'est-à-dire qu'elle estime ne pas avoir été traitée comme il faut être traitée. On parle de leçons à Il y a un grand malentendu, si vous voulez. Et alors, quelles seraient les conséquences, concrètement? Ce serait un isolement de la France? Quelles seraient les conséquences si effectivement la Russie... Les conséquences seraient considérables, parce que la vérité tout de même, c'est que... Et ça, on a mis beaucoup de temps à l'apercevoir, et encore, tout le monde ne s'en aperçoit pas. L'Europe n'est plus le cœur du monde, et le monde occidental n'est plus le cœur du monde. Nous savons maintenant que les États-Unis ne sont pas disposés, que nous ne sommes plus vraiment complètement sous le parapluie américain, et le monde, je dirais le centre du monde, le centre de puissance du monde est en train de glisser vers l'Asie. C'est très bien. Pour les Américains, ça leur est égal. Ils ont une façade asiatique. C'est pas leur problème. Pour les Russes aussi, c'est possible, parce qu'ils ont une façade asiatique. Et par conséquent, ils peuvent. La Russie, c'est leur Asie. Mais pour l'Europe, elle n'existe pas en Asie. Ça sera, si la Russie glisse en Asie, le pont que la Russie représentait entre l'Europe et l'Asie n'existe plus. Nous ne serons plus qu'une espèce de petit îlot dans le monde, avec le temps passant, isolé de ce cœur névralgique du monde. Par conséquent, notre intérêt, c'est de garder la Russie, qu'elle serve de pont, qu'elle soit notre passerelle vers l'Asie, notre moyen d'exister. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron avait un tout petit peu commencé à initier quand il a reçu le président Poutine à Versailles pour célébrer les 300 ans des relations franco-russes? C'était quand même un geste pas complètement anodin. Un geste très remarquable, parce que là, il avait compris quelque chose. La France n'avait pratiquement pas de relation avec la Russie à cette époque-là. Tout simplement parce qu'on considérait, on commençait à comprendre que c'était un grand pays, mais on en avait encore peur, on considérait que c'était un pays bizarre. D'une certaine façon, je dirais, la vision occidentale contemporaine de la Russie et la vision qu'en avait la France avant le geste, la venue de Pierre le Grand en 1717 avait quelque chose en commun. Et bon, la venue de Pierre le Grand a permis de lever des malentendus. La venue à Versailles, tout ça s'est passé, c'était la nouvelle politique. Louis XIV ne voulait pas entendre parler de la Russie, il considérait il se méfiait, il considérait qu'il fallait la tenir à l'écart de l'Europe. Bon, le régent a ouvert une autre politique, et on peut dire que cette rencontre a été décisive. Faire cette rencontre à Versailles, c'était génial. C'était rappeler véritablement le moment où la relation franco-soviétique s'est établie en 1717. Et Vladimir Poutine l'a parfaitement compris. Et je dirais que dans la splendeur de Versailles, c'était beaucoup plus malin que si ça avait été à Paris, à l'Élysée.
C'était certainement effectivement pas un geste anodin. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur cette fabuleuse épopée géopolitique, je vous invite à lire ce livre, Le général de Gaulle et la Russie. À présent, Hélène Carrère-Dancos, je vais vous proposer de rester seule, enfin presque seule sur ce plateau, puisque je vais m'éloigner quelques instants et vous inviter à réfléchir à différents mots dont vous allez me dire ce qu'ils vous inspirent. On se retrouve tout de suite. À condition qu'ils m'inspirent. S'ils ne m'inspirent pas, je le dirai honnêtement. Absolument. En théorie, ils sont censés vous inspirer. À tout de suite. Alors, je doute que le premier terme que je vais vous proposer ne vous inspire pas. Ce premier mot, c'est le mot patrie. Ça m'inspire énormément, ça. Je n'en doutais pas. C'est un mot auquel je tiens énormément parce que, d'abord, j'ai une patrie, je le dis tout de suite, farouchement, à laquelle je suis farouchement attaché, c'est la France. Et pour des raisons extrêmement claires, la France a été la patrie de mes parents, celle où ils ont trouvé asile, alors que la révolution russe avait chassé mes grands-parents de chez eux, et par conséquent, la France a toujours été une terre d'accueil. Et une terre d'accueil qui devenait une patrie pour ceux qui y venaient. Il suffit de voir des gens comme Zola, enfin la famille de Zola, Zola n'était pas français d'origine, il y a énormément de noms originaires de France se sont attachés passionnément à ce pays. Patrie, c'est véritablement le pays où tout devient vôtre. D'abord la langue, c'est fondamental, ce n'est pas parce que je suis membre de l'Académie française que je dis ça, mais ce qui vous attache au sol, c'est la langue qu'on y parle, c'est la manière dont on partage ses pensées, ses sentiments avec autrui, et on ne peut le faire que par la langue. Il se trouve que la langue de la France, la langue de ma patrie, est une langue absolument magnifique qui exprime toutes les nuances de l'esprit humain et par conséquent, et qui a le mérite, ça a été le mérite, je dirais, de toute la politique française depuis Louis XIII, depuis Henri IV, qui a le mérite de rassembler sur un même sol tous les natifs, tous ceux qui y arrivent, de leur offrir à tous la possibilité de penser, de se comprendre et de s'attacher, je dirais, au même patrimoine intellectuel et moral. C'est une patrie qui parfois s'est trouvée en danger. Enfant, j'ai vécu la Seconde Guerre mondiale, je sais ce que représente une patrie lorsqu'elle est menacée, lorsqu'elle n'est plus maîtresse de son propre sol. Et je dirais que la libération a été quelque chose, la libération, l'évolution d'une France indépendante qui a réussi à se développer tout en pratiquant la décolonisation, tout en changeant de caractère, en s'adaptant au monde qui n'était plus celui qui était le monde d'avant-guerre. Tout cela montre la vitalité de cette patrie, donc j'en suis infiniment fier, et par conséquent, je ne peux que répéter à quel point je pense que c'est le premier sentiment de tout individu. Il est attaché à sa famille, à sa patrie, c'est ce qui lui permet de définir ce qu'il est. Vous parliez de la langue, il faut quand même dire, c'est absolument remarquable que vous n'avez appris le français qu'à l'âge de 4 ans et demi, chez des amis de vos parents. Aujourd'hui, vous êtes secrétaire perpétuel de l'Académie française, ça n'est pas votre langue natale, c'est incroyable. Alors je vais vous dire, ce n'est pas ma langue natale, c'est ma langue natale en ce sens que je suis né à Paris et que la langue à Paris, c'était le français. Et pour des raisons pratiques, mes parents ont pensé que comme ils n'avaient pas le moyen d'engager un professeur ou un précepteur ou une préceptrice pour m'enseigner les langues étrangères, ils ont pensé qu'il valait mieux qu'on me parle tout de suite une langue étrangère, c'est-à-dire la langue russe, de façon, non pas que ce soit ma langue maternelle, de façon à ce que je puisse immédiatement avoir 2 langues. Étant dans un milieu français, ça devait venir tout seul. Alors, jusqu'à 4 ans et demi, j'ai entendu parler à la maison le russe. J'allais dans un home d'enfants russes, d'ailleurs pour attraper les maladies infantiles, parce que mes parents trouvaient ça très commode que j'attrape les maladies infantiles avec d'autres enfants. Et par conséquent, j'ai vécu comme ça dans un milieu russe jusqu'à 4 ans et demi. Puis à 4 ans et demi, un beau matin, on m'a confié à des amis. Personne ne parlait le russe. Je suis parti en Bretagne pour 3 mois. Personne ne parlait le russe, moi je ne parlais pas un mot de français. Je dois dire qu'au bout de quelques jours, avec tous les enfants qui m'entouraient,
nous nous sommes admirablement compris. D'ailleurs, je n'ai pas eu une seconde de doute. Mes souvenirs, j'ai une très bonne mémoire. Je me souviens très bien de m'être trouvé dans un train avec une dame qui ne me comprenait pas. Nous nous sommes comprises toutes les deux. Je n'ai pas eu peur, je n'ai pas eu de sentiment d'étrangeté. Et quand je suis rentré 3 mois et demi plus tard chez mes parents, je parlais parfaitement français. Je lisais parce que j'avais envie. On me montrait des livres de fables et je me suis fait montrer les lettres et j'ai appris à lire pratiquement en même temps. J'ai appris des fables de La Fontaine que je leur ai récitées tout à fait tranquillement. Et je dirais que j'ai 2 langues maternelles, sans aucun doute. Vous êtes née apatride, ce qui est relativement peu commun, et vous êtes devenue française à l'âge de 21 ans, en 1950, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que dans mon enfance, quand je suis née, mes parents, qui n'étaient pas français, devaient me laisser le choix à 21 ans, et ils avaient trouvé que c'était tout à fait normal qu'en effet, on fasse ce choix de la langue de la France dans une grande responsabilité. Et c'est vrai que j'ai attendu l'âge de 21 ans. Mes parents pensaient que naturaliser, c'était pas comme devenir français, véritablement spontanément, parce qu'on était né en France. Et donc à 21 ans, je me suis précipité. J'avais attendu ce jour-là avec impatience, je me suis précipité, je savais tout ce qu'il fallait faire, chez le juge de paix, à Paris, de l'arrondissement où j'habitais. Et je suis entré dans un bureau poussiéreux. J'ai dit à un monsieur qui était perdu dans ses dossiers, je viens pour vous dire que je suis française, je vais vous chanter la Marseillaise, je vais vous réciter la Constitution. Ce monsieur m'a regardé avec un grand air de désarroi et il m'a dit, écoutez, vous êtes française, c'est fait depuis hier. Voilà votre papier et j'ai pas besoin d'entendre ni la Marseillaise ni la Constitution. Je dois dire que ça a été une très grande désillusion pour moi. On m'a demandé tout à l'heure quels ont été les grands moments de ma vie. Si j'avais à indiquer un moment qui m'a beaucoup marqué, je dirais de chagrin, c'est ce moment-là où j'ai eu le sentiment que j'étais française sans avoir pu manifester cela. Et ça explique très largement les suggestions que j'ai pu faire quand j'ai participé à la commission de la nationalité, que Jacques Chirac avait mise en place sous la direction d'un remarquable conseiller d'État qui s'occupait de revoir le code de la nationalité. Et moi, j'étais un chaud partisan de l'acquisition de la nationalité française par une expression de la volonté, parce que j'estimais que c'était un tel moment de joie, de gloire, de sentiment, justement, d'entrer délibérément dans cette patrie qui vous ouvrait les bras, que je trouve qu'il ne faut pas que ça soit fait par inadvertance. Alors, on voit bien effectivement à quel point votre histoire personnelle a impacté vos combats, vos convictions, et je réagis parce que vous avez dit un chaud partisan. Alors, ça m'invite ça me donne une transition toute trouvée pour le deuxième mot auquel je vais vous inviter à réfléchir, puisque vous n'avez pas dit partisane, c'est le mot femme. Écoutez, je vais vous dire, il m'est difficile, dans le temps actuel, Bon, je suis femme. Je dois dire que j'ai eu la chance dans la vie de pouvoir progresser sans rencontrer d'obstacles majeurs parce que j'étais une femme. Peut-être parce que c'était dans le milieu intellectuel où les femmes ont toujours joué un rôle. Moi, j'ai une grande admiration pour George Sand, qui était une femme très représentative du combat féminin. Je dois dire d'ailleurs que ma grand-mère géorgienne l'a traduite en russe et que les traductions russes de ma grand-mère de toute l'œuvre de George Sand, pas seulement La Petite Fadette et La Mare au diable, elle a traduit toute l'œuvre idéologique de George Sand et sa correspondance. Je pense que c'est une femme qui a incarné le combat féminin, mais dans ma vie, je ne peux pas dire que j'ai rencontré d'obstacles. J'ai poursuivi mon chemin, mes études, personne ne m'a dit vous êtes une femme, arrêtez-vous à la thèse de 3e cycle, ne faites pas une thèse d'état parce que vous n'aurez pas de poste à l'université. J'ai eu un poste à l'université, tout s'est passé sans que je rencontre de difficultés, sans que je rencontre aussi... J'ai été entouré d'hommes qui ont été des grands universitaires que je salue, comme Jean-Baptiste Durosel, comme Jean Touchard, comme Pierre Renouvin. Personne ne m'a dit vous êtes une femme, au contraire, ils m'ont tous adopté comme ils adoptaient mes collègues féminines. Par conséquent, j'ai une vision beaucoup plus... Je sais qu'il y a des femmes qui ont des difficultés, je sais qu'être femme, ça peut être très difficile dans le monde du travail, tout ce qu'on veut. Mais à l'université, j'ai été traitée comme
mes camarades hommes, et par conséquent, j'ai une vision très apaisée des rapports entre hommes et femmes. Vous êtes relativement opposé, pour ne pas dire très opposé, si j'ai bien compris du moins, à la féminisation des titres et des fonctions pour les femmes dans la langue française. Pourquoi ? Alors ça, c'est tout à fait autre chose. Il ne s'agit pas de moi et de mes sentiments, il s'agit des règles de la langue française. Ça, c'est tout à fait... Je veux dire que pour le coup, je disparais derrière ce qui est le grand débat, en effet, le grand débat académique. Il est clair que il y a une volonté d'un certain nombre de groupes de femmes de féminiser la langue avec l'idée que ça va servir le destin des femmes, que les femmes vont accéder à des postes de responsabilité si on reconnaît leur statut de femme, alors que par conséquent, il faut féminiser les titres et les fonctions. Il se trouve que c'est un débat, c'est pas moi qui l'ai ouvert, la position la position officielle, la position de l'Académie, la position de la langue, mais c'est un débat qui existe dans plusieurs pays, il n'y a pas qu'en France. C'est que les métiers sont des métiers qui sont attachés à la personne. Et par conséquent, ils ont un masculin et un féminin. On est boulanger, boulangère, on est instituteur, institutrice, etc., inspecteur, inspectrice, mais que les fonctions et les titres ne sont pas exactement attachés à la personne. Une fonction, on l'occupe, puis on ne l'occupe plus, et ça peut être un homme. Donc, théoriquement, c'est plutôt neutre. Et tout le débat tourne autour du fait qu'en français, il n'y a pas de neutre, mais que le masculin a fait longtemps fonction de neutre. Alors, cela dit, je ne suis pas folle. Je sais qu'il faut, puisque le problème se pose, il faut en débattre. Je ne crois pas du tout qu'il faut se fermer au débat contemporain et qu'il est absolument nécessaire de regarder les choses en face. L'Académie a engagé un groupe de travail qui précisément est en train de faire le bilan des usages transformés. Nous rendrons compte de ce travail très prochainement et nous verrons ce que la langue, car une langue, c'est pas simplement la fantaisie des uns ou des autres, c'est un usage qui s'impose d'une certaine façon et qui s'impose pas seulement parce qu'il y a des groupes qui veulent qu'on la change d'une certaine manière. Mais si vous voulez, l'Académie travaille sur ce problème. Alors, il y a des choses qui sont, autant les titres et fonctions, c'est un débat qui est ouvert et sur lequel nous nous prononcerons, enfin nous indiquerons ce qui incontestablement a évolué avec le temps, ce qui peut évoluer. Il y a des questions qui me paraissent plus stupides. Je dirais que l'écriture inclusive me paraît en effet une idée absolument saugrenue parce que ça ne change rien du tout et ça n'ajoute rien aux femmes. Mais tous les débats méritent d'être regardés en face et celui-là, sur la langue, incontestablement, on en discute. Mais vous savez, l'histoire de la langue a connu beaucoup de transformations. Alors vous êtes d'ailleurs très attaché à secrétaire perpétuel, c'est votre statut secrétaire perpétuel avec EL à la fin et pas E2LE, et ça me donne là aussi une transition toute trouvée pour le dernier mot auquel je souhaitais vous inviter à réagir, qui est le mot éternité. Ah, ça c'est un mot, je dirais, absolument magnifique sur lequel il est très difficile de se prononcer. Je vous avais dit qu'il vous inspirerait, vous voyez. Voilà. L'éternité, d'abord, c'est la question que nous nous posons de notre propre destin, qu'est-ce que nous représentons face à l'éternité et qu'est-ce que c'est que l'éternité exactement. Je n'ai pas de réponse. Je dirais qu'il y a des réponses religieuses, des réponses de conviction. Je pense que rien n'est éternel et en même temps, nous sommes emportés dans une espèce de courant. Nous sommes extrêmement faibles, nous sommes des fétus de paille en face de l'immensité du destin humain. C'est tout. Je ne peux pas dire plus. Je dirais que autant éternité n'appelle pas d'autres commentaires, autant je voudrais préciser que quelque chose, c'est que les académiciens s'appellent des immortels et que notre devise c'est l'immortalité, ce qui est autre chose, et que nous savons très bien que l'immortalité c'est pas la nôtre, ni celle de nos travaux, c'est celle de la langue française. En tout cas, vous la maniez avec une aisance. C'est un délice de vous entendre. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu et de répondu à ce que vous inspiraient ces différents mots-clés. On se retrouve tout de suite.
ça n'est pas si évident, en tout cas si naturel, de se retrouver ainsi seul sur un plateau face à des mots-clés. C'est très déconcertant parce que on entend une voix, mais il y a ça en face. On dit je parle à ce qui est écrit là. En tout cas, c'était passionnant et voilà, ça permet de mieux comprendre qui vous êtes vraiment. Pour la dernière partie de cette émission, je vais vous proposer un questionnaire de Proust un peu revisité. Et puisque vous êtes académicienne de votre état et que vous avez publié un grand nombre de livres, je ne peux pas ne pas vous demander quel est votre mot préféré. Je dirais, j'ai un auteur qui m'a marqué plus que tout, c'est Victor Hugo. Peut-être parce que c'est toute ma vie, d'abord, depuis l'enfance. En plus, je voudrais dire que c'est mon fauteuil à l'Académie, qui est le fauteuil 14, c'est le fauteuil qui était occupé par Victor Hugo. Il a été occupé par Corneille, par les deux frères Corneille, par le maréchal Lyautey, on rejoint la patrie, par Victor Hugo. Et je dois dire que pour moi, ça a été un cadeau du ciel. Sur le plan de la symbolique, c'est effectivement incroyablement fort. Absolument, d'autant que vraiment j'ai été une lectrice de Victor Hugo, je dois dire, frénétique depuis la petite enfance. Enfin, j'ai eu des éditions qui étaient, pas comme on fait maintenant, hein, pas réécrites, non, mais juste avec des extraits. Bon, donc si je dois répondre, c'est d'abord Victor Hugo, et je dirais Les Misérables, parce que Les Misérables m'ont toujours semblé contenir un résumé de toute l'histoire humaine. Voilà. Quelle est la dernière fois que vous avez ri? Que vous avez ri? Ah bon, je ris tout le temps. Alors là, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre parce que je suis plutôt d'un tempérament rieur, donc... Pas une anecdote qui vous revient en particulier d'un moment? Non, je dirais que je ris de beaucoup de choses, de ce qui me paraît ridicule, de ce qui me paraît sympathique, et par conséquent, je suis incapable de voir une dernière fois parce que c'est plutôt mon état naturel. Quand j'étais étudiante d'ailleurs, j'avais un professeur qui disait « Elle est très gentille, mais elle rit tout le temps. Est-ce que c'est une fille sérieuse ?» Voilà, vous voyez ? La réponse est assurément oui. De la même façon que vous riez souvent, est-ce que vous pleurez souvent? Et quelle est la dernière fois que vous avez pleuré? Non, je ne pleure pas. Je ne pleure pas. J'ai été élevé avec une discipline de fer. Never explain, never complain. Ça, c'était l'éducation victorienne de ma mère. Et je dois dire qu'en effet, je considère que on garde ça pour soi tout seul. Ça vous a certainement forgé ce côté très, très combatif de ne pas pleurer, de continuer d'avancer. Ça a contribué à la carrière qu'est la vôtre, vous pensez? Non, je vais vous dire, je pense que j'ai un tempérament discipliné. Je suis très sensible et je reviens sur la question que vous posez la dernière fois que j'ai pleuré. Je dois dire que je suis à l'Académie, il y a quelque chose l'Académie est une institution magnifique, mais il y a quelque chose de terrible dans la vie d'un académicien. Comme on est là pour la vie, jusqu'à la fin de notre vie, on voit mourir les autres autour de soi. Moi, l'autre jour, j'ai regardé, voyant des confrères mourir. Vraiment, c'est ma famille qui meurt chaque fois. Donc, si vous voulez, je suis profondément malheureuse. Quand Jean d'Ormesson est mort, ça a été pour moi un déchirement absolument. Je suis tout de suite, je l'ai vu sur son lit de mort tout de suite dans les heures qui ont suivi. Alors, je ne pleure pas, c'est intérieur, mais c'est vrai que je vis dans un chagrin assez constant. Et après ça, j'ai justement eu la curiosité de regarder combien j'avais enterré d'académiciens depuis que j'ai été élu en 1990. L'Académie se compose de 40 membres. J'ai constaté que 44 de mes confrères sont morts avant moi. Eh bien, je peux vous dire que c'est terrible. C'est chaque fois un déchirement. Et ça, c'est le côté dramatique de l'Académie. Le côté superbe, le revers, c'est l'amitié, la famille qu'on se constitue. Mais c'est pour ça que pleurer chaque fois. Non. Vous êtes extrêmement proche de tous les académiciens. Absolument. C'est une famille. Alors, il y en a qui me sont presque des frères. Enfin, ça c'est Jean d'Ormesson, Hector Bianchiotti, qui était un homme merveilleux, que j'ai vraiment, Bertrand Porot-Delpech. Enfin, il y a des gens comme ça qui ont traversé ma vie. Je me sens tout à fait perdu sans eux. Perdu, mais privilégié de les avoir rencontrés. Absolument, et j'essaye de maintenir à l'Académie ce qu'ils souhaitaient. Quelles sont les bonnes raisons pour vous de vous lever le matin?
Qu'est-ce qui vous motive? Le jour d'abord. Je suis un animal du jour et de la lumière. Et je suis né en été et c'est peut-être ça. Donc si vous voulez, dès que je sens que le jour arrive, alors en hiver c'est plus compliqué, il arrive plus tard, mais je sens qu'il arrive. J'ai un sentiment que la vie reprend. Est-ce qu'il y a quelque part une dimension un peu spirituelle quand... Non, mais j'entends, pour moi ça ouvre précisément sur ce qui est le sentiment, qu'est-ce qu'il faut faire, la volonté d'essayer d'agir le mieux possible. Est-ce qu'il y a des choses qui vous font peur? La mort de gens que j'aime, déjà. Je dois reconnaître que c'est... vous savez, je me souviens d'une conversation avec Jean Guiton. Jean Guiton disait un jour, moi j'ai peur. Jean Guiton, qui était un grand croyant, disait, j'ai peur de la mort. C'est surtout la mort des autres. Bon, puis je dirais, ce qui me fait peur, c'est le monde dans lequel on est, d'une certaine façon, me fait peur, mais en réalité, j'ai un tempérament optimiste, et par conséquent, mais résolument, ça n'est pas tout simplement la volonté de se dire ça ira, c'est pas une espèce d'optimisme béat, mais je suis convaincu tout de même que nous avons la chance d'avoir un destin qui tout de même est dirigé vers quelque chose d'heureux, voilà. Et devant tout ce qui le monde tel qu'il est ne m'enchante pas toujours. Je ne me dis pas c'était mieux avant ou c'était plus mal avant. Non, mais il y a des tas de choses que je ne peux pas dire que je trouve remarquables, mais je sais qu'il n'a jamais été très bien. Mais l'idée tout de même que nous sommes destinés vraiment que notre vie a un sens. Et au fond, c'est ça qui me pousse. L'idée, il faut que je fasse ce qui donne un sens à ma vie. Cet optimisme que vous évoquiez, est-ce que dans une certaine mesure, il est corrélé à une forme de croyance? Certainement. Je suis convaincu de ça, mais Jean d'Ormesson avait une phrase, il disait « Je ne sais pas ce que je crois, mais j'espère ». Je dirais que moi, je vais au-delà. Par exemple, je crois profondément à la communion des saints. Je me sens porté par, je veux dire, tous ceux qui sont... Justement, j'évoquais ces morts. Et je sens qu'ils sont là, c'est corrélé à ce sentiment que rien ne s'achève, que tout a un ssens. Vous évoquiez Les Misérables, qui est une œuvre qui vous a beaucoup marqué. Sur le plan musical maintenant, et non plus sur le plan littéraire, quelle est la musique qui vous fait vibrer? Alors là, c'est Mozart d'abord, il n'y a pas de doute, mais je dirais, il y a 24 heures, je suis allé entendre Tristan et Isolde, et je dois dire que j'ai été absolument bouleversé. Mais enfin, Mozart d'abord. Vous avez beaucoup parlé de votre enfance, de cette discipline de fer, de votre maman qui vous avait vraiment encouragé à aller plus loin, à pas vous plaindre. Rétrospectivement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez à l'enfant que vous étiez alors? Je dirais ce que j'ai dit à mes enfants. La vie est une chance et il faut mériter chaque instant de cette existence. C'est ce qu'on m'a dit, je crois que c'est exactement ça. On a de la chance là où on est. Alors, on m'a toujours dit aussi qu'il faut regarder ceux qui n'ont pas de chance. Et ça n'est pas... Alors, un de mes amis appelait ça la morale du cul-de-jatte. Il me disait, au fond, vous dites, il y a les cul-de-jatte. Alors, je dis non, c'est pas du tout ça. Je pense que véritablement, nous avons un destin et il faut aller jusqu'au bout. Mais c'est vrai que il faut regarder ceux qui n'ont pas cette chance et essayer d'être le plus attentif aux autres. Et ça se manifeste comment chez vous, cette attention aux autres? Alors là, si vous permettez, je ne vous répondrai pas parce qu'il y a des choses que je n'entends pas raconter. Si vous aviez une baguette magique, quel rêve est-ce que vous réaliseriez? Vous avez déjà eu 1000 vies, mais fait beaucoup de choses. Si vous aviez un nouveau rêve à réaliser, lequel serait-il? Alors ça, je peux vous le dire tout de suite. Je réaliserai le rêve que tout le monde en France sache lire parfaitement. C'est-à-dire que ce bonheur qu'est la lecture, qui est à mon avis la plus grande chance que l'on puisse avoir, la chose la plus élémentaire, soit donnée à tous. Parce que alors pour le coup,
Je vis ça à chaque instant. Nous recevons beaucoup de délégations à l'Académie. Je suis allé dans des écoles et je sais à quel point ça n'est pas toujours, cette chance n'est pas également partagée. Bon, et ça serait le coup de baguette magique. Immédiatement, le don de la lecture et l'amour de la lecture qui va avec. C'est beau parce que c'est un souhait que vous formulez pour les autres. Absolument. Voilà, donc c'est altruiste. Bah oui, mais écoutez, moi j'ai la chance de savoir, j'estime que j'ai reçu ce don magnifique qui est celui précisément de pouvoir communiquer par la lecture. Donc pour moi c'est une souffrance terrible de savoir qu'on ne peut pas. Et nous recevons des classes. Il n'y a pas longtemps nous avons reçu parmi les classes qui font des concours, nous avons eu des lauréats qui appartenaient à un établissement pénitentiaire. Et j'ai dit au garçon qui les représentait, je lui ai dit, vous savez écrire, vous savez lire, vous savez écrire, votre liberté, elle est là, même si. Et il a très bien compris, il m'a dit, madame, je sais, je vous remercie de me l'avoir dit. Et c'est ça, je crois que c'est ça la liberté de l'individu. Et la possibilité d'être soi et de contribuer à l'histoire du monde. Quelle est la qualité à laquelle vous êtes le plus sensible chez un être humain? La bonté. Je crois que c'est... Alors on assimile bonté souvent à bêtise, bélan, etc. Je crois que la vraie bonté, celui qui est l'amour du prochain, l'ouverture au prochain, c'est capital. Et quelle serait votre plus grande qualité à vous? Je crois de pas en avoir beaucoup. Oh, vous êtes bien modeste. Votre plus grand défaut? Probablement beaucoup d'égoïsme, malgré tout. Je prête attention à moi-même, je pense beaucoup. Je me prête de l'importance et je ne suis pas sûr que ça soit remarquable. Vous avez beaucoup voyagé dans le cadre de votre carrière. Vous m'avez dit que vous aviez été évidemment en Russie, mais aussi en Géorgie et dans bien d'autres pays encore. Quel est le pays dans lequel vous aimeriez le mieux vivre? Ah bah en France. En France? La réponse est très simple. Alors là, elle ne se pose pas. Je serais très malheureuse si j'étais ailleurs, je serais en exil. Ici, d'abord, c'est mon pays, c'est le pays où je suis né. C'est des pays dont la langue résonne à mes oreilles sans arrêt. Je rêve dans plusieurs langues d'ailleurs, avec une certaine facilité. Mais ça se termine en français. Quelle est l'erreur qui vous a fait le plus grandir? Là, je suis incapable de répondre. Je ne suis pas sûr que j'ai jamais été capable de grandir en voyant très clairement. Quelle est la personne qui vous inspire le plus? Homme ou femme? Vivante ou pas vivante? Peu importe, vivante ou pas vivante. Eh ben, je dirais probablement quelqu'un qui a joué un rôle considérable. Je suis dans sa maison, le cardinal du Siget. J'ai eu la chance, une chance énorme, non seulement de le rencontrer, mais de le recevoir à l'Académie, c'est-à-dire de pouvoir beaucoup parler avec lui. Je l'ai accompagné à la fin de sa vie, je l'ai vu. J'ai vu tout ce qu'il a créé et je dois dire qu'il est pour moi une source d'inspiration extraordinaire. Et si je suis heureuse d'être là aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, je me suis sentie chez lui. Est-ce qu'il y a une question qui vous tourmente particulièrement? Vous avez parlé de la lecture, par exemple, c'en est une, le fait que tous les élèves français n'aient pas la même chance d'accéder à la magie de la lecture et à ce que ça peut apporter. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous tourmentent? Ah oui, ça absolument. D'abord le sort des enfants. Alors ça, je dois dire, je suis terrifié absolument par le sort des enfants contemporains, et notamment une des questions qui me perturbe énormément, et c'est lié, on m'a posé tout à l'heure une question sur les femmes, c'est lié dans la compréhension que j'ai, je dirais, du manque de respect dont les femmes se plaignent à juste titre et tout ça. Bon, c'est vrai qu'elles sont brutalisées, tout ce qu'on veut. Et je suis horrifié quand je vois que les enfants peuvent accéder et accèdent, d'après tout ce que je lis, à des programmes pornographiques et de violence absolument incroyables, dont la clé, c'est que la femme n'existe pas, c'est qu'on peut en faire n'importe quoi. Et je suis convaincu qu'on pervertit la conscience enfantine, c'est un des problèmes qui me trouble énormément, je ne sais pas par où le prendre, mais je sens que tout ça est lié,
Et bon, je sais qu'on s'en occupe, etc., mais ça ne change rien. D'après tout ce que je dis, c'est les enfants peuvent accéder à tout ce qu'ils veulent, même si on fait des petits cadenas. Et l'idée que je dirais que la conscience enfantine peut grandir avec ça, ça me paraît monstrueux, parce que c'est tout de même un homme différent, un homme de mépris qui se forme. C'est effectivement absolument révoltant. Rapidement, une dernière question pour terminer. Comment est-ce qu'au quotidien, vous tentez de sublimer votre vie ? C'est très personnel, si vous permettez. Je n'y répondrai pas. Eh bien, écoutez, en tout cas, on était absolument ravis de vous recevoir dans cette émission Lumière intérieure sur le plateau de KTO. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On avait la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Hélène Carrère d'Ancos, académicienne, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, qui a partagé avec nous sa passion, son enthousiasme, son regard sur la vie, ses combats. On vous remercie beaucoup, Madame. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais juste vous dire quelque chose. Vous avez noté que secrétaire perpétuel était au masculin. Je voudrais tout de même rappeler, pour la bataille de la langue, que secrétaire est un mot épicène qui désigne un homme ou une femme, et que par conséquent, aller le mettre au féminin en plus, ça n'a aucun sens. Très bien. Écoutez, sur ces considérations de langue française, on se quitte. Bonne soirée à tous.